Place de la Victoire à Bordeaux. C'est là qu'il y a 24 heures, un homme a été abattu. Le tireur n'est pas identifié, mais pour confirmer leurs soupçons, les enquêteurs recherchent des témoins. C'est la police. Faut voir 2 secondes. Hier, il y a eu quelqu'un qui a été assassiné. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Hein? Est-ce que, je ne sais pas si vous avez pu voir quelque chose. Est-ce que vous connaissez? Ça, c'est le mort, ouais. Celui-là, oui, c'est lui qui est mort, le mort. Qu'est-ce qu'il faisait? Il venait souvent ici, sur le coin? Non, ça fait 4 jours qu'il vient d'étaler. Ça fait 4 jours qu'il vient d'étaler. D'Italie, bien. Parmi les jeunes de la Victoire, les policiers en retrouvent un qui accompagnait la victime, juste avant le coup de feu. J'étais avec lui, je lui dis, je reviens, je commande un sandwich, je reviens. Le temps que j'arrive, il me reste 3 mètres ou 4 mètres, je vois un coup de fil, un coup de fusil comme ça, bon, je retourne, je vois le copain tomber comme ça par terre, l'autre, sans le fusil comme ça, il est parti tout droit comme ça. Moi, je suis prêt, j'ai tenté moi. Bon, ben ouais, on va prendre ton identité. On va prendre ton identité. Et tu viens, si tu veux te dire. Il n'y a pas de problème, moi je dis tout ce que je veux. Répète là-dessus, d'accord? Oui, d'accord. c'est tout, oui. Mais je sais pas, mais qui, je sais pas. Non, on fait ça. Il ne mérite pas. Les policiers continuent d'interroger les passants. Les témoignages deviennent de plus en plus précis. 200 balles. Moi je suis arrivé, on m'a dit il y a un mec qui fait 200 francs à un mec, l'autre il a sorti le fusil, il lui a dit fais ta prière, l'autre il s'est mis à genoux pour prier. Il s'est mis à genoux? Ouais, il est mort. Qui c'est qui t'a dit ça? Un pote à moi. On pourrait le voir, ton pote, c'est important. Pourquoi? Ben, pour savoir ce qui s'est passé, c'est important. Nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est bien sûr c'est qui c'est qui a tiré, tu vois. Donc c'est vachement important, ton témoignage il est important. C'est un inspecteur ou quoi? Ouais, c'est... T'as pas vu police la police judiciaire. Ah, police judiciaire. Là, on fait une opération. Donc comment tu t'appelles? Ton témoignage il est important déjà, toi. Non, moi je... N'aie pas peur, attends, t'affole pas. Non, mais il n'y a pas de mal foulé, je suis pas une balance. Moi, Ouais, mais je attends, c'est pas une balance. Il n'y a rien de question de balance. Les jeunes en savent apparemment plus qu'ils n'en disent. Les policiers vont changer de méthode. Leurs questions deviennent de plus en plus précises. Vous savez que c'est lui qui a tué lui. C'est ce qui se dit. Non, c'est malin, vous êtes malin. Ouais, mais ici. Mais oui, mais vous le savez, mais bon, voilà. Moi, je Ouais. déboule parce que je connais bien et puis bon, je sais que c'est pas son délire, quoi. Cet homme connaît l'assassin et il confirme les soupçons des policiers. Le tueur serait bien l'homme de la photo. Il est génial comme mec, c'est une crème, c'est une crème, c'est une crème. Il habite où? Alors là, vous m'en posez trop. Bon. En gros, tout le monde dit la même chose. Hein. C'est pour une histoire de double de clé de la Golf, toujours pareil, et puis 200 balles de cacheton. Hein. Mais les enquêteurs n'auront pas beaucoup à chercher. Deux jours plus tard, la rumeur ou les remords, l'assassin de la Victoire se rend. L'homme s'était enfui à Marseille chez un ami qui l'a convaincu de mettre un terme à sa cavale. Dans la nuit, les policiers de Bordeaux sont allés le chercher. Ils l'ont interrogé. L'homme a tout avoué. Mais il affirme qu'il ne voulait pas tuer l'autre. Il dit qu'il s'agit d'un accident. Ah, ça change de température. Bien, monsieur. S'il vous plaît. L'homme est présenté au parquet devant le substitut du procureur de la République. Il a choisi lui-même un avocat, Maître Gontier. Défaite, s'il vous plaît. Bien, je suis le substitut du procureur de la République de ce tribunal et on vous reproche d'avoir commis un assassinat sur la personne de monsieur. Alors, ces faits sont des faits qualifiés crime, c'est-à-dire qu'ils sont passibles de la cour d'assises. Et j'ai confié cette enquête à un juge d'instruction de ce tribunal auprès de qui vous allez comparaître dans quelques instants, qui va vous mettre en examen et qui est désormais chargé du dossier. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, j'ai bien évidemment demandé que vous soyez placé sous mandat de dépôt, c'est-à-dire en détention provisoire, autrement dit très clairement en prison, pendant la durée de cette enquête, en tout cas tout le temps où cette détention sera nécessaire. Le juge d'instruction de permanence de la semaine, c'est Alain Rénal. Oui, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec préméditation. Alors plutôt qu'abattu, vous m'êtes assassiné. Donc, monsieur, je vous mets en examen d'assassinat, c'est-à-dire le fait d'avoir tué monsieur
avec préméditation au moyen d'une arme à feu. Vous retrouvez votre ami... C'est en revenant sur le passé du mis en examen que le juge tente de clarifier les motifs de son geste. Le meurtrier connaissait la victime depuis longtemps, c'était même un ami d'enfance. Mais il affirme que cet ami l'avait trahi. Il lui aurait emprunté sa voiture sans le prévenir et lui aurait volé 200 francs. Vous êtes en colère contre lui, mais enfin bon, vous êtes en colère contre lui, ça je le comprends. Mais je veux dire, de là à aller chercher un fusil, il y a quelque chose que je comprends pas très bien. Il me faisait peur, il me regardait méchamment et pour lui faire peur, pour qu'il ne vienne pas plus sur ma route. Donc, vous rentrez chez vous et là, c'est là où vous allez chercher le fusil. Ouais. Alors, il est où ce fusil? Je l'ai jeté dans la Garonne. Non, ça je sais. Il est derrière vous, même, on l'a récupéré. C'est un pêcheur qui a récupéré l'arme dans la boue sur les bords de la Garonne. C'est celui-là, on vous l'a pas montré, la police? Non. Ah, c'est vrai qu'on vous l'a pas montré. Ah, non, mais c'est vrai. Le mis en examen n'imaginait pas que son fusil avait été retrouvé, il le croyait toujours au fond du fleuve. Est-ce que c'est ce fusil-là? Vous pouvez le prendre, hein? Il n'est pas chargé. Hein? C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est celui-là. Donc là, vous prenez cette arme, vous la chargez tout de suite ou pas? Ouais. D'accord. Et vous sortez avec cette arme? Ouais. Alors elle est comment, cette arme, sur vous? Vous la portez où? Comme ça. Comment, comme ça? Entouré, comme ça. Entouré de quoi? La veste. D'accord. Et vous vous dirigez vers la victoire? Très bien. Vous voyez, monsieur... Et vous allez tout de suite sur lui ou vous attendez un moment? J'ai fait comme ça, j'ai fait le tour et... Il était bien au milieu de plusieurs personnes? Ouais, il avait discuté avec quelqu'un et plus loin, il y avait des gens qui discutaient. D'accord. Et alors vous êtes... Alors je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez fait alors? Je l'ai appelé, mis mon fusil en bas et je lui ai dit, vas-y, fais ta prière. Faites la prière. Et là, entre-temps qu'il faisait sa prière, il s'est approché de moi et il voulait attraper le canon. Moi, je me suis reculé et le coup, il est parti accidentellement. Il a pu l'attraper le canon ou pas? Non, il n'a pas attrapé le canon. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, monsieur? Je demande pardon à sa famille, je lui demande pardon, je demande pardon à mon fils, je demande pardon à tout le monde, je demande pardon. Alors, je voudrais demander pardon à la famille de... et à mon fils. Et au bon Dieu, je me pardonne. Et au bon Dieu. Point. À l'issue du débat contradictoire, le placement en détention a paru évident à tout le monde. Votre copie. L'avocat a demandé au juge de faire effectuer une expertise du fusil pour tenter de confirmer la thèse de son client, l'accident. Au revoir. Pour le juge Rénal, l'instruction commence. Il y a, me semble-t-il, beaucoup de questions en suspens dans ce dossier. On peut se retrouver avec un assassinat, un homicide volontaire, c'est-à-dire un meurtre sans préméditation, un coup mortel ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ou, voire même, on pourrait aller jusqu'au bout en parlant d'homicide involontaire. La différence de qualification est importante. La loi prévoit des peines qui peuvent aller de 2 ans à perpétuité. La maison d'arrêt de Gradignan, la prison de Bordeaux. Le juge en a décidé ainsi. Le meurtrier de la Victoire devient l'un des 12 500 détenus provisoires placés par les juges d'instruction dans les prisons françaises. 1 prisonnier sur 4. Allez, bonsoir madame. Bon retour. Merci. J'ai la chance de pouvoir déconnecter. C'est comme un bouton de radio. Je suis dans mon bureau, j'ai les dossiers, j'ai les machins, je m'en vais, je coupe, je ferme la porte à clé, clac, et c'est fini. Je l'élimine. Mais je suis obligé parce qu'on ne peut pas vivre sinon.
Parce que j'ai aussi des devoirs vis-à-vis de mon épouse et vis-à-vis de mes enfants. Ça va, Aude? Elle embrasse comme une chèvre. Vous savez, les chèvres, ça donne des coups de corne. Ça va, je suis belle. Allez, la belle. Alors, François, ça va? T'as passé une bonne journée à l'école? Oui. Alors, qu'est-ce que t'as fait à l'école ce soir? On a fait un peu lecture. On a fait un petit peu de phrases. Là, qu'est-ce que tu dis, Caroline? C'est lequel, Caroline? C'est Caroline en Russie, ça? Un fils qui aime la lecture, il a de qui tenir. Alain Rénal est un grand collectionneur de livres, avec une prédilection pour les bandes dessinées. Alors, ça peut paraître étrange, mais bien avant que je fasse cette fonction, j'ai toujours préféré les histoires tristes aux histoires gaies. J'aime beaucoup les romans noirs, les romans à caractère psychologique, les descriptions de milieux sociaux, de quartiers, de relations humaines dans divers pays ou villes ou dans le monde entier. Je suis un curieux de la vie. Des livres, il en possède tellement qu'il ne sait plus où les mettre. C'est mon enfance, c'est ma jeunesse. J'ai lu à peu près tous les séries noires. 2500 titres. Mais il y a une cinquantaine de cartons qui sont pleins de livres. Et ça va de la poutre jusqu'à là-bas. Mais bon, c'est toujours pareil, il faut le temps, les enfants, le boulot et tout, j'ai pas trop le temps de m'en occuper. Le centre de tir du GIGN. Tous les mois, le juge parisien Roger Leloir vient s'y entraîner. Avant d'être juge d'instruction, il était dans la police. 5 ans à la brigade des stupes, 5 ans de terrain, de filature et d'interpellation. Le travail de terrain, bon, c'est un peu ce qui me manque là, dans la magistrature. Donc là, de venir au tir, c'est vrai que c'est sympa. À l'époque, l'inspecteur Leloir était chargé d'effectuer les commissions rogatoires des juges d'instruction. Mais un jour, il a décidé d'être le responsable de l'enquête, le juge d'instruction. Une décision courageuse pour cet ancien gamin de Saint-Ouen. J'ai quitté l'école avec le BEPC, après j'ai passé mon bac par correspondance tout en travaillant. Puis je peux pas dire par accident, en fait, j'avais envie d'être policier. Je suis rentré policier, peut-être par opposition au milieu d'où je venais, je sais pas. Ouais. Ah, il est top, hein. Il est en composite. Un parcours original qui lui permet d'être à la fois proche des enquêteurs, mais aussi des personnes sur lesquelles il enquête. Oui, je les connais parce que j'ai vécu avec eux. Je suis allé à l'école avec eux. J'ai peut-être le même mode de fonctionnement au niveau psychologique seulement. Hein. Mais le juge Leloir a choisi son camp. Il a été juge antiterroriste pendant 5 ans, il traite les plus grosses affaires et va être nommé vice-doyen des juges d'instruction de Paris. Je me suis accroché pour l'avoir. Ouais. J'ai bossé, ouais, j'ai bossé là, ouais, comme une bête. Le couloir de l'instruction à Paris. Oui, entrez. Les gendarmes de la section de recherche viennent rendre compte au juge Leloir de leurs investigations. Ils enquêtent sur la disparition d'une personne. Mon chef, bonjour, asseyez-vous, je vous en prie. Alors, donc, oui, la disparition donc, de monsieur remonte, c'était en 1991. Hein, donc... Exact. Donc, le 7 avril 1991, le marin donc, quitte le bord. 7 avril 1991, la dernière fois qu'il a été vu. C'était il y a 8 ans en Afrique, à Djibouti. Le 7 avril, il quitte son navire de guerre. Le 8, il n'est pas à l'appel du matin depuis plus aucune nouvelle. L'enquête de la gendarmerie maritime n'avait rien donné à l'époque. Les parents du disparu ont obtenu la réouverture du dossier. Le juge Leloir a repris l'enquête. Mission quasi impossible tant d'années après. 150 auditions à travers la France et toujours rien. A-t-il été tué? A-t-il disparu d'une autre manière? S'est-il suicidé? A-t-il été enlevé? Au revoir. Pour tenter de le retrouver ou tout simplement comprendre, le juge a décidé de poursuivre les recherches en Afrique. Djibouti,
Avant l'indépendance, c'était un territoire français. La France y conserve une base stratégique. C'est ici, dans la corne de l'Afrique, que l'on perd la trace du marin. Le juge Leloir a transmis aux autorités une commission rogatoire internationale, une demande d'enquête. Ici, le juge français n'a aucun pouvoir judiciaire, mais la justice du pays a accepté qu'il soit présent pour suivre cette enquête. Et le procureur, lui, est à gauche, ouais. Bonjour. Vous allez bien? Son interlocuteur, la juge d'instruction. Bonjour madame. Elle aussi a une greffière. Les jeux de photos du monsieur. Quelques jours après sa disparition, des pêcheurs avaient découvert un sac contenant ses affaires et ses papiers d'identité sur une plage. Alors je vais poser une deuxième question en rapport avec ça. Le juge Leloir décide d'entendre ses témoins. 8 ans après, les souvenirs se sont estompés. Les versions ne sont plus les mêmes. Le juge ne se contente pas de ces témoignages. Il veut comprendre. Noyade, suicide, les deux hypothèses doivent être envisagées. Il veut voir, visualiser. Oh, ben voilà. Nous voilà l'endroit, le fameux endroit. Il a demandé une reconstitution. C'est avec l'aide de la police judiciaire locale qu'elle a lieu. L'homme qui avait retrouvé le sac est envoyé à l'endroit où il pêchait lorsqu'il l'avait aperçu. Bon, c'est bon là. Ouais, on va les laisser là. Hein. Peut-être pas la peine qu'ils aillent se noyer. Mais monsieur, donc, est-ce que parfois, à l'endroit où ils sont, il y a beaucoup plus d'eau? Lorsque l'eau monte jusqu'à là, vous voyez. Jusque là. Oui. Et là, donc, ça fait jusqu'au bassin. Quoi. Là, le maximum, c'est jusqu'au bassin, à l'endroit où ils sont. Jusqu'au bassin, oui. Ouais, donc le problème ici de la noyade, c'est vrai que c'est pas... Puis il n'y a pas de courant dans le corps, on l'aurait retrouvé. Hein. Ça, la noyade n'est pas possible. Alors, je disais la noyade, c'est pas possible. Hein. Alors, on peut l'exclure, là, ouais. C'est pas possible. Parce qu'ici, on a eu des cas de noyade, mais on retrouve toujours les corps ici sur la plage, là, ouais. Oui. Là, c'est la mer qui est... Toujours. Toujours. La noyade étant écartée, le juge veut explorer une autre piste que l'enquête de l'époque n'avait pas envisagée. Un chèque de 7 300 francs que le marin avait signé peu avant sa disparition. Le chèque avait été libellé au nom d'un habitant de ces quartiers mal fréquentés. La Banque d'Éthiopie vient de leur donner l'adresse du bénéficiaire du chèque, une boulangerie. Ils vendent des gâteaux. Alors, il n'a pas acheté pour 7 300 balles de gâteaux. Un quartier peu fréquentable. Bonjour. Bonjour. Chèque banque est bien caractérisé. Chèque Galba Sénégal. 7000 combien? 7300 francs français. C'est un chèque qui a été établi par monsieur Raymond, un marin français. Qu'est-ce qu'il a acheté? Avant de faire dans la pâtisserie, le marchand vendait des téléviseurs et de la hi-fi. Il avait une bonne clientèle de marins français. Peut-être un métoscope, 4000 francs, je vendais cette téléviseur, peut-être aussi télévision en plus. Donc ça serait un magnétoscope ou un caméscope, ouais. Un caméscope plutôt, ouais. Bon, ça va être un caméscope parce que je vois pas, il va pas s'acheter une télévision pour mettre dans sa piole. Moi, je sais que les militaires français, ils ont l'habitude d'acheter des magnétoscopes et des téléviseurs pour les naïas. C'est souvent avec des cadeaux électroménagers que les marins français s'attirent les faveurs d'une naïa, ces jeunes femmes qu'ils s'attachent le temps de leur séjour. Ouais, les filles, elles sont là-haut, ouais. Dans cet immeuble, beaucoup de naïas. Donc là, on va essayer de montrer la photo à des prostituées. On peut essayer de montrer, voir la photo, s'il y en a des filles qui connaissent. Ou... C'est vrai que 8 ans après, bon, on ne sait jamais. Comme on est là, c'est l'immeuble où habitaient les filles qui fréquentaient. Bon, on va demander. Mimi. Ah, ils ont travaillé toute la nuit. Elles rentrent à quelle heure le matin? Tôt. Ah, ils ont peut-être des clients en plus. Ah, ouais. On va être surpris là. Ah, Mimi? Ouais. Tu as travaillé?
Même les plus âgés qui auraient pu être là il y a 8 ans ne reconnaissent pas la photo. Elles sont toutes éthiopiennes, beaucoup ne parlent pas le français. Mais les Naya ne restent pas très longtemps à Djibouti. Au bout de 3-4 ans, elles retournent dans leur pays. Des témoins incontournables dans la ville, ceux qui guident depuis toujours les marins dans leur virée, ce sont les chauffeurs de taxi. Pas bavard, difficile avec sa chic. Qu'est-ce qu'ils ont dans la bouche? C'est du cat. Il s'agit d'une plante qui mâchouille. Elle s'appelle brouter le cat. Et ça fait quoi un effet? Je sais pas, j'ai jamais essayé là. Mais ils finissent par en trouver qui semblent reconnaître la photo. D'après lui, une femme, une Naya avec une photo comparable, aurait recherché le même homme. Qu'il soit carte 2, ou carte 4, ou carte 3, l'un de deux. Et c'est-à-dire il était accompagné d'une femme djiboutienne, d'une fille djiboutienne. Et il l'a vu, la femme elle avait la photo. Hein. Oui, il a vu la photo. Et il dit la photo semble, il me semble que c'était lui. Il me semble. Il n'est pas sûr, mais il me semble. Ça ressemblait à la photo. Oui. Bon ben on va aller voir. Tu veux nous faire voir où est l'adresse? L'homme les entraîne dans le dédale des rues à la recherche de cette femme qui se promènerait avec une photo du disparu. Retour dans le quartier mal fréquenté. Faut éteindre, ouais. Il faut éteindre. Parce que sinon, là il va chercher la fille, sinon le bruit il va courir et elle va pas venir, ouais. Là on peut pas sortir, c'est trop dangereux. Je suis pas armé en plus ce soir. On n'a pas trouvé la fille qui avait la fille. photo. Non, maintenant il dit qu'il y a un Français qui ressemble à celui-là, Ouais. qui habite quelque part ici. On y va alors, ouais. Le Français qui ressemble à celui de la photo vit quelques rues plus loin. Dans le quartier, il semble connu sous le prénom de Simon. Bonsoir. Il est là, le français. Ah d'accord. Ah ouais, 8 ans entre la photo et aujourd'hui. Simon, ça va? Bonsoir. Ouais. Oh, ça va mieux. On peut rentrer? On peut rentrer? Ça va, non? Ah, ça va. Je pense qu'il faut demander parce que il n'a pas de lunettes en tous les cas. Bon, on attend qu'il nous qu'il nous demande de rentrer. Et puis... Bonjour monsieur. C'est les enfants, oui. Notre petit bébé, oui. Non, on va pas vous déranger longtemps. Bonjour monsieur, oui, je suis magistrat français là actuellement. On est à la recherche d'une personne qui a disparu il y a quelques années. Vous vous appelez comment vous monsieur? Moi c'est Simon. Simon, nom de famille? C'est votre nom de famille ou c'est votre prénom? Non, mon nom de famille. Et votre prénom c'est quoi? Marcel. Marcel Simon. Et vous êtes ancien militaire, non? Ouais. Aussi, oui. Depuis quand vous êtes sur le secteur là? Sur Djibouti, ça fait 5 ans. 5 ans, vous êtes en tant que civil, ouais. Avant, vous étiez militaire sur Djibouti aussi. Ouais. Vous êtes arrivé quand sur Djibouti? Je suis arrivé en fin 94. Avant, vous étiez pas sur Djibouti avant 94? J'ai été 2 ans en 92-94 ici. Et avant, non? Non. Ok, bon, écoutez, il a une pièce d'identité, non, monsieur, non? Vous pouvez lui demander s'il en a une, ouais. Un lieutenant? Ouais, lieutenant, non, mais est-ce qu'il a une pièce d'identité, lui? On va demander. Vous avez des pièces d'identité? Oui, j'ai mon passeport et ma passeport carte français ou... Oui, et ma carte militaire. Vous vérifiez de s'assurer que... Ma carte militaire. 8 ans dans les bas quartiers de Djibouti peuvent creuser un visage. Le juge a quand même encore un doute. Harcèlement. Dans la photo, Joseph. Ok. Très bon. Ok, merci monsieur, désolé. Hein. Merci.
Bonne soirée, puis bon courage à Djibouti. Après 8 jours d'enquête, le juge Leloir a acquis la conviction que le Français disparu n'était pas mort à Djibouti et qu'il n'y vivait pas. Qu'au contraire, en avril 1991, il avait quitté la ville par la seule route, celle qui va vers l'Éthiopie. Une erreur. En avril 1991, un coup d'État venait de renverser le colonel Mengistu, le tyran éthiopien. Son armée en fuite refluait vers Djibouti par cette route. Les hommes de Mengistu dépouillaient tous ceux qu'ils rencontraient, réfugiés ou voyageurs, et laissaient beaucoup de cadavres derrière eux. Le juge Leloir pense que le marin a été une de leurs victimes, mais il ne pourra jamais le prouver. C'est sûr que c'est frustrant, c'est un sentiment d'échec. Ceci dit, on a fait tout le travail qu'il y avait à faire. Pour refermer le dossier, le juge Leloir va devoir prononcer un non-lieu. Il a fait tout ce qui était en son pouvoir. Maintenant, c'est vrai que je me mets aussi à la place des parents et le fait de savoir que ne pas connaître la vérité sur la mort ou la disparition de quelqu'un, c'est sûr que c'est dramatique. À Bordeaux, cet homme d'une cinquantaine d'années est présenté au parquet. Bien, monsieur, vous êtes déféré cet après-midi au palais de justice, car il vous est reproché, je vous reproche, en ma qualité de procureur de la République, des faits de viol commis sur la fille de votre épouse. J'ai retenu à votre encontre également, monsieur, des faits d'agression sexuelle, au pluriel, des faits anciens, des faits commis sur et sur une autre de vos belles-filles. Alors, je vais demander aujourd'hui à un juge d'instruction, le juge d'instruction de permanence, de vous mettre en examen pour ces faits. Ce qui signifie qu'il va vous demander de vous expliquer sur ces faits. Je demande donc à ce juge de vous placer en détention provisoire. C'est sa belle-fille âgée de 18 ans qui a déposé plainte contre lui. 6 ans auparavant, en 1993, des plaintes pour le même motif avaient déjà été déposées par 2 de ses belles-filles qui avaient 12 et 14 ans. Mais les 2 fillettes étaient revenues sur leur déclaration, les plaintes avaient été classées. Cette fois-ci, l'homme affirme que sa belle-fille était consentante, qu'il n'y a pas eu viol. L'avocate qui va l'assister, c'est l'avocat de permanence, Maître Blatt. Alors, vous avez dit qu'elle était consentante. Pouvez-vous m'expliquer comment elle a exprimé ce consentement et comment vous l'avez entendu? Elle s'est assise à côté de moi, on a parlé. Et là, elle m'a dit j'ai des boutons dans mon dos. Et là, elle m'a demandé si je voulais lui mettre de la crème dans le dos. Je lui ai dit si tu veux. Elle avait baissé son t-shirt comme ça. Devant elle, elle n'avait pas enlevé complètement, elle avait baissé. J'ai commencé à lui mettre la pommade dans le dos. Et là, elle a dégrafé son soutien-gorge. Et elle l'a baissé complètement. Donc, je lui ai caressé les seins. Et là, elle m'a dit ça me fait quelque chose. Et de là, on est parti dans la chambre. Elle s'est allongée sur le bout du lit. Elle a tiré son pantalon, sa culotte. Et puis ça a duré même pas 5 minutes. Alors, vous saviez déjà 5 ans auparavant, à la suite d'une accusation que vous dites fausse de la part de qui vous avait reproché un viol, qu'il y avait eu un certain nombre d'ennuis, à la fois audition par la gendarmerie et placement par le juge des enfants. Et 5 ans plus tard, vous consommez, si je puis dire. Je consomme. Mais vous dites que l'accusation de Gaëlle en 1994 est fausse, que vous ne l'avez pas violée en 1994, que vous n'avez pas eu de rapport sexuel avec elle, ni fellation, ni quelque autre forme de rapport sexuel. Et 5 ans plus tard, alors que vous passez de la crème sur le dos de cet enfant, un désir naît et vous avez un rapport alors que vous saviez déjà qu'elle avait, à ce moment-là, qu'elle avait porté plainte contre vous pour viol. Oui, mais c'est parce qu'elle aussi, elle voulait. Elle voulait aussi qu'on ait... Oui, mais vous vous êtes pas dit que ça pouvait poser un problème, là? J'ai pas réfléchi. Je l'ai dit, j'ai pas réfléchi. Aline Saint-Passion, je n'ai pas réfléchi dans cette histoire.
je me rends bien compte que j'ai été léger. Mais pour moi, était consentant. Entrez, madame le procureur. Le débat contradictoire. Madame le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions. Bien, monsieur le juge, donc comme je l'ai indiqué tout à l'heure, compte tenu de la nature particulière des infractions qui lui sont reprochées, un risque évident de pression sur ses victimes. Et c'est un risque qui est d'autant plus sérieux que vous avez trace dans la procédure qu'en 1993 et 1994, ces mêmes jeunes filles qui étaient à l'époque donc fort jeunes avaient déjà déposé plainte à l'encontre de leur beau-père et que celle-ci s'était rétractée par peur, par honte. Donc risque de pression, cela me semble aujourd'hui une évidence et en tout cas suffisamment sérieux pour être pris en considération et justifier cette détention provisoire. Merci, madame le procureur. Maître Blatt, vous avez la parole. Sur les éventuelles pressions qui peuvent exister, je ne pense pas qu'il y ait dans le dossier une quelconque preuve de pression qui ait pu exister à l'encontre des belles filles de monsieur. Alors bon, monsieur, j'ai pris la décision de vous placer en détention provisoire à partir de ce soir pour des raisons que je vais indiquer. Pour une personne si consentante, si labile, le fait de revenir dans son foyer le lendemain et le lendemain et de se plaindre de votre comportement n'est quand même pas le signe manifeste de quelqu'un qui a joyeusement accepté un rapport sexuel. Pour essayer de savoir la vérité, le juge demande aux gendarmes de réentendre l'autre belle-fille qui avait déposé plainte, puis retirer ses accusations en 1993. La jeune femme est convoquée à la gendarmerie de son village. Du serment. Donc j'aurais dû dire toute la vérité, rien que la vérité. De toute façon, moi aussi, je vais vous dire quelque chose avant de commencer, c'est que je ne suis là ni pour monsieur ni pour ma soeur. Parce que depuis l'âge de 16 ans, je ne vis plus chez mes parents. Donc je n'étais au courant de l'affaire presque pas. D'accord. Et en plus, au moment où ça s'est passé, j'étais en guerre avec eux. Donc, ça faisait bien 3 semaines que j'y allais plus. Donc vous n'avez aucun parti pris, ni pour l'un ni pour l'autre. On est d'accord. Oui, oui. Comment s'est passée votre enfance avec l'arrivée de monsieur? Je sais ce que vous essayez d'aborder, mais avec moi, il ne s'est jamais rien passé. Vous êtes formel? Oui, oui. Pendant un temps, bon, comme je l'avais précisé en 93, je crois, pendant un temps, il buvait. Ouais. Donc, effectivement, il avait des manières un peu, mais jamais envers moi. Et bon, il racontait des histoires. Vous l'avez vu faire des attouchements sur... Non. Parce que le 26 septembre 1993, vous avez déclaré, c'est votre déclaration, hein, je me souviens qu'un jour, mon beau-père a effectué des attouchements sur et moi-même, alors que nous étions seuls tous les trois dans la maison. Ma mère passant son permis de conduire. Mon beau-père nous a caressé le sexe toutes les deux alors que nous nous trouvions dans la salle à manger. Il nous a mis la main dans le pantalon, il nous a touché le sexe, on lui a retiré la main, il cessait alors et recommençait plus tard. Oui, mais à ce moment-là, j'ai peut-être dû préciser, dans la salle de bain, c'est ça? Oui. Oui, mais à ce moment-là, j'ai peut-être dû préciser aussi qu'il nous prenait notre bain. Donc, il nous lavait. Non, il n'y a rien là-dessus. Non, parce que c'est pas pendant un bain. Hein. Il nous a mis la main dans le pantalon et nous a touché le sexe. J'ai précisé qu'il buvait? Oui, tout à fait, non, mais c'est pas tellement ça, ça on l'a déjà marqué. Mais là où je veux en venir, c'est qu'en 93, vous avez déclaré aux gendarmes qu'en fait, monsieur, votre parrain, vous avez, à vous aussi, agressé sexuellement. Il y a tellement longtemps, il y en a tellement eu des affaires comme ça que qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si ma mère, elle n'a pas su ouvrir ses yeux en temps et en heure. Moi, madame, ce que je veux, c'est que ici, aujourd'hui, vous dites la vérité. Il y en a tellement eu. C'est-à-dire? Mais il y en a tellement eu. Bon, il avait des manières, effectivement, il avait des manières, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quoi. Oui, dans la salle de bain, on en convient, mais jamais, entre laver la tête d'une enfant, même de 14 ou 12 ans,
et lui mettre la main dans le pantalon, c'est deux gestes totalement différents. Comprenez? Oui, oui, non, mais je comprends. Mais je me rappelle pas avoir dit ça en 93. Donc vous affirmez aujourd'hui que votre beau-père ne vous a jamais touché, ne vous a jamais agressé sexuellement. Non. Comprenez-moi bien, si vous avez... Il a 52 ans, je vais pas l'entasser non plus. Non, 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 mais c'est pas question d'entasser ou pas, madame. Et on est là pour essayer d'avoir la vérité. Il y a la vie d'un homme actuellement qui n'est pas un jeu, mais enfin, on peut dire qu'elle est un jeu parce que pour le moment, il est en prison. Ben oui, c'est ça que je veux dire. Alors, est-ce que oui ou non, vous avez menti en 93? Ben non, si je l'ai dit, que je vous dise. Ben oui, mais... Je veux plus parler devant les juges de ce qui s'est passé, plus rien. Parce que je veux pas avoir des problèmes avec ces histoires-là. Ça vous est trop dur? Vous savez, madame, on n'est pas là, vous êtes une victime. Et je suis là pour aider les victimes. Comprenez? Et oui, mais moi je veux pas être... Non, mais attendez, si nous avons un pédophile à la personne de monsieur, il faut que la société le sache. Et il faut que la société se mette à l'abri. Mais oui, mais quand vous voyez que vous avez des coups de téléphone, comme en ce moment, en vous disant si tu dis ça, ou si tu déposes plainte, je te tue, ou je fais placer tes gosses, ou des conneries comme ça, vous n'avez pas envie de savoir quoi que ce soit sur cette affaire. Moi, ce qui m'intéresse, madame, je vous le dis et le répète, c'est la vérité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça sert à rien de la gonfler, elle est peut-être assez monstrueuse comme ça, mais il me faut la vérité. Non, il s'est passé que deux choses. Vous voulez qu'on arrête un peu? Vous voulez un verre d'eau? On va faire une pause. Le temps de fumer une cigarette. Elle confirme ses déclarations de 1993, les attouchements de son beau-père, et elle va plus loin. Il l'avait violée auparavant alors qu'elle avait une dizaine d'années. Toutes les affaires qui touchent à la pédophilie, aux agressions sur les mineurs, c'est quelque chose de très difficile parce qu'on est et enquêteur et parent. Et c'est vrai que c'est épuisant, frustrant pour se dire que ça puisse passer et qu'on n'ait pu rien faire. Surtout dans le cas présent, que ça s'est passé, que ça a été signalé et que jusqu'à présent, rien n'a pu être fait pour éviter que ça se reproduise éventuellement. Quelques semaines plus tard, le beau-père est ramené de la prison au palais de justice. Entrez, messieurs. Monsieur, bonjour. Alors, elle n'avait pas été entendue initialement dans la procédure et elle avait donc déposé plainte contre vous en 93, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Et je l'ai donc fait réentendre récemment sur commission rogatoire, le 19 juillet d'ailleurs, c'est assez récent. Et alors, elle a mis... elle a pas mal tourné autour du pot avant de s'effondrer en larmes et a indiqué que vous, non seulement vous l'aviez agressée sexuellement, mais que vous l'aviez violée. Violée? Oui, à l'époque, en 93. Je ne suis pas d'accord. D'accord. Alors vous êtes... qu'est-ce que vous pensez de ce qu'elle déclare là? C'est faux, c'est faux. Jamais je ne l'ai touché. Monsieur... Vous comprenez ce qui se passe autour de vous. Oui, vous avez eu pas mal d'enfants, vous avez eu des beaux enfants, vous avez été marié 2 fois, vous avez eu des fréquents contacts avec les services éducatifs, juges pour enfants, etc. Alors qu'il existait déjà des procédures donc anciennes de 93-94 qui avaient été classées sans suite, qui n'entraînaient pas, qui n'allaient pas entraîner de condamnation pour vous. Qu'est-ce qui vous a pris d'avoir une relation sexuelle le 1er mai 99 avec... Parce qu'elle me l'a fait comprendre. Le beau-père ne changera pas de version, mais la nouvelle accusation de la seconde belle-fille pèsera lourd devant les jurés de la cour d'assises. On en est encore loin, le juge a beaucoup d'autres témoins à entendre. Merci. Monsieur, au revoir. Chaque jour en France, les tribunaux envoient en prison 33 auteurs d'agressions sexuelles et 4 violeurs. Ceux-ci sont condamnés à 9 ans de réclusion en moyenne. Quelles que soient les horreurs qu'on puisse entendre, vous ne pourrez pas effectuer correctement ce métier si vous avez trop de répulsion
voire même de sympathie, mais enfin c'est en général plutôt la répulsion qui est le premier sentiment qui vient à l'esprit, à l'égard des personnes que vous entendez. Parce qu'à ce moment-là, vous allez perdre toute lucidité et vous allez forcément mal travailler. Le tribunal de Verdun. Le bureau du juge d'instruction. Ouais, ça fait bien une dizaine d'années que ça n'a pas été fait, je crois. Lucille. Hein? Ça fait plus de 10 ans qu'il n'a pas été fait, celui-là. Je peux pas te dire. Hein. Quelle couleur vous allez mettre? On va lui faire un beau bleu. Ah, c'est jaune, la juge? 10 ans que les peintures n'avaient pas été faites, mais pour les finitions, il faudra encore quelques temps. Les gendarmes viennent de retrouver un homme qui était en cavale depuis 3 mois. Il est accusé d'avoir tiré sur son beau-frère, il ne l'avait pas touché, mais il avait pris la fuite. Aux gendarmes, il vient de donner une autre version, ce serait son beau-frère qui lui aurait tiré dessus. Par rapport aux faits que l'on vous reproche, qu'est-ce que vous avez à me dire? Vous êtes d'accord? Pas d'accord? Pas d'accord, non. Pas d'accord. Donc c'est... Donc, en prenant les choses un petit peu plus simplement, on vous reproche d'avoir tiré sur Monsieur le 2 juillet dernier. Non. C'est pas vrai. Il y a eu une bagarre, mais non, j'ai pas tiré sur Monsieur. C'est vrai qu'il y a eu une bagarre, c'est plutôt... J'ai passé chez eux, enfin non, près du camp, et là je reconnais vraiment mon beau-frère qui m'a foutu qui a tiré sur moi, quoi. Sérieusement, il n'a pas essayé à tirer en l'air ou à côté, il m'a tiré dessus. Moi, c'est ça que je comprends pas. Je vous dis que... Moi, je vous dis franchement ce que je ferais si on me tirait dessus. Je vais à la police. Oui, mais moi, bon, chez nous, entre gitans, si on va à la police, ils m'en veulent déjà à mort. Alors, si j'ai arrêté à la police, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de blessé. Hein. Alors, vous valez mieux quitter le coin, quoi. Mais pourquoi on dit que c'est vous, parce alors? Parce qu'elle m'a vu à moi, peut-être, je sais pas, c'est pas moi qui tirais, je vous dis rien, madame la juge. Donc il vous accuserait à tort? Peut-être à tort, oui. Et pourquoi il ferait ça? Je sais pas, moi je dis la vérité, parce que au point où j'en suis, vous savez, je dirais oui, c'est moi, je prendrais pas plus, hein. Ce serait pas plus, hein. Madame la juge. Le débat contradictoire. Oui, monsieur était donc entendu sur les faits qui lui sont reprochés, qu'il conteste complètement. Le procureur de la République qui représente la société demande que l'homme soit incarcéré. Plusieurs témoins ont affirmé que c'est lui qui a tiré. Les arguments du défenseur reposent sur le peu de crédibilité qu'il faut accorder à ces témoignages. Dans cette querelle de famille, la mauvaise foi est de mise. C'est un moyen d'arriver à ses fins. Monsieur, sur le fait que vous alliez ou non en détention, qu'est-ce que vous avez à me dire? D'accord. Un homme d'accord pour aller en prison. À l'évidence, il souhaite se mettre à l'abri. Monsieur, la décision que je prends maintenant, c'est de vous placer en détention, hein, de vous mettre en prison. Je la prends pour plusieurs raisons. D'une part, parce que les faits qui sont reprochés sont extrêmement graves. Il a été fait usage d'une arme à feu. J'estime également que les témoignages sont quand même concordants. Je constate également qu'au lendemain des faits dont vous m'avez parlé le jeudi, vous n'étiez plus là. Vous m'expliquez que vous avez pris la fuite parce que vous aviez peur. Moi, j'estime que quand on échappe de justesse à une tentative d'assassinat, du moins c'est ce que vous m'avez décrit, eh ben on va porter plainte à la police, mais on ne s'enfuit pas. Et pour ces différentes raisons, je vous place en détention aujourd'hui. Au revoir, monsieur. Sa première mise en détention. Pour la première fois, la juge Marie-Cécile Dupuis envoie un homme en prison. Un pouvoir impressionnant. C'est pas un sentiment de pouvoir ou de puissance, c'est plus impressionnant eu égard à la responsabilité qu'on a. C'est plus ça qui est impressionnant, oui. Ouais. Retour à Bordeaux, le crime de la place de la Victoire. Le juge Rénal poursuit son instruction. Aujourd'hui, il veut reconstituer ce qui s'est passé sur les berges de la Garonne lorsque l'auteur du coup de feu a jeté son arme. L'avocat accompagne son client. Voilà, parfait, allez-y. Et ensuite, vous avez pris monsieur... Vous êtes resté au milieu, plutôt à gauche, plutôt à droite? Au milieu. Au milieu. Ici, là, comme ça, là. Ouais.
Vous êtes sûr que c'est à droite? Parce que là, à droite, c'est pour tourner à gauche, normalement. Ah, à droite. À droite, derrière la 4L. Là. Et vous êtes garé où? Là? Un peu plus loin? Un peu plus loin, si je dis un peu plus loin. On avance un petit peu. C'est là. Le juge veut vérifier une affirmation du tireur. D'après lui, la deuxième cartouche serait partie accidentellement peu avant qu'il ne jette son fusil. L'arme. Photo. Allez-y, continuez, monsieur. Voilà, arrêtez-vous. Allez-y. Ensuite, donc, vous avancez, allez-y. Vous avez enlevé l'arme de quoi? Ah, du blouson, oui, qui était dans votre blouson, oui. Et vous l'avez jeté par là. D'accord. Faites semblant là, de l'acheter, voilà. Allez-y, il fait semblant de l'acheter, voilà. Voilà, c'est bon. Mais en fait, ce serait quelques instants avant que le coup de feu serait parti. Ah, c'est... Il pense avoir tiré le coup de feu accidentellement par là. Attention de ne pas se faire écraser, là. C'est du goudron, ça. De toute façon, le plomb, c'est mou, alors on le saurait tout de suite. Non, mais... Non, c'est... Mais grattez-le comme ça, juste par-dessus, on verra bien. Non, je peux vous assurer que c'est... Retrouver une trace de ce coup de feu serait important pour la défense du tireur. S'il y a eu véritablement un second coup de feu accidentel, ça peut d'abord prouver la facilité avec laquelle l'arme pouvait se déclencher, et puis le manque d'habitude de mon client dans la manipulation des armes. Et le fusil, le canon était dans quelle direction? Vers le sol? Vers le sol, oui, mais le sol ici, le sol là. C'est ici. Ça a tapé là, après ça a injecté mon t-shirt. Ouais. Mais on va analyser vos vêtements. Seulement, pas le moindre plomb, pas la moindre trace qui puisse confirmer ces déclarations. Ce n'est que l'expertise du fusil demandée par le juge Rénal qui pourra dire si la queue de détente était sensible. L'arme a été envoyée au laboratoire de la police scientifique à Toulouse. L'expert va mesurer la sensibilité de la queue de détente. Si elle est sensible, la thèse du tir accidentel ne pourra pas être écartée. Il faut une pression supérieure à 2 kg pour déclencher le tir d'une arme normale. Alors si le fusil déclenche avant d'atteindre donc les 2 kg, ici on pourra considérer qu'il a des départs sensibles, que les détentes sont sensibles. Ce qui confirmerait la thèse du tireur. Mais si le fusil ne se déclenche pas avant les 2 kg, la thèse ne tiendra plus. 400, 600, 800, 1 kg, 1 kg 2, 1 kg 4, 1 kg 6, 1 kg 8, 2 kg. J'agis par traction successive autour d'une valeur de 2 kg, il n'y a aucun décrochage. Pour moi, la détente est d'une sensibilité tout à fait normale pour ce type de mécanisme. Il faut passer à un peson plus puissant pour voir quelle pression déclenchera le tir. « 2 kilos, 3 kilos. Autre expertise, celle de la distance. Selon la version de l'auteur du coup de feu, la victime aurait tenté de s'emparer de son arme, ce qui aurait provoqué le tir. Les impacts de chevrotine sur le corps formaient une blessure de 5 cm de diamètre. Alors nous avons effectivement ici un cercle qui mesure 5 cm de diamètre. Nous allons donc procéder à des tirs à diverses distances afin de reproduire un impact qui s'inscrirait dans un cercle de 5 cm de diamètre. Pour le premier essai, l'expert se place à 50 cm, la version du tireur. C'est pas ce qu'on a retrouvé comme blessure sur le corps de la victime? Non, pas du tout, puisque l'on a un descriptif de blessure qui donne un impact, un orifice d'entrée qui est comparable à ceci, à savoir 5 cm de diamètre. L'expert va alors essayer de trouver la bonne distance. 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres, 2 mètres 50. Nous sommes donc à 3 mètres entre le bout du canon et le plan cible. Et je vais déclencher le tir. Allô? Comment allez-vous?
Alors, pour moi, je me situe à 2 mètres entre l'extrémité du canon et le point d'atteinte. Voilà. 2 mètres maximum. Oui, oui. D'accord, 2 mètres Voilà. maximum. J'exclus un tir à 50 cm. Oui. J'exclus un tir à 1 mètre. Oui. 1,50 m, bon, il faudrait à la limite que je vérifie avec d'autres tirs complémentaires, mais disons, j'ai fait une première approche, un premier tir. Ouais, on va dire 1,50 m, 2 mètres, avec plus proche de 2 mètres qu'à 1,50 m. Tout à fait, okay. Tout à fait. 2 mètres, bout du canon, point d'atteinte, on n'a pas des bras suffisamment longs pour attraper le fusil. Hein. Voilà. Merci pour tout, au revoir. Les affaires continuent d'arriver au parquet, au rez-de-chaussée du tribunal. Aujourd'hui, un boulanger et sa jeune compagne. Le boulanger a dérobé une carte bleue dans une voiture et s'est empressé d'acheter des cadeaux pour la jeune femme. C'est elle qui l'aurait incité. Seulement le boulanger avait des antécédents. Vous êtes présenté aujourd'hui au parquet pour des faits de vol, tous les deux en réunion et avec dégradation, et pour des faits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie. Vous êtes actuellement sous contrôle judiciaire de Mme Delpech, juge d'instruction à Bordeaux, pour des faits pratiquement similaires. Et là, c'est une erreur, je pense qu'il m'a pris. Je suis une boulangerie, si je veux, je perds tout. Laissez-moi la chance de rembourser les gens. Comment peut-on vous laisser une chance alors que le juge d'instruction vous en a déjà laissé une après vous avoir placé en détention pendant 8 mois? On vous fait confiance, on vous remet dehors. Et qu'est-ce que vous faites? Oui, j'ai fait une grosse connerie. Là, je mets ma vie en l'air, là, je le sais. Je demande que vous, monsieur, soyez placé en détention provisoire. Je vous promets que je vais la rembourser le plus tôt possible. Et la justice n'entendra plus parler de moi. Je vous le jure, je vous donne la parole, madame. Alors, je vous explique que ce sont les réquisitions que je fais, moi, parquet, au juge d'instruction, qui prendra la décision finale de savoir s'il vous place ou non en détention provisoire. Pour la femme, le substitut du procureur va demander la mise sous contrôle judiciaire. Le juge d'instruction doit les recevoir l'un après l'autre. L'avocat de permanence ce jour-là est l'un des ténors du barreau de Bordeaux, maître du Cossader. Et achat. C'est la femme qui passe en premier. Asseyez-vous. Vous connaissiez quand même les ennuis judiciaires de votre ami, monsieur. Non? Et pourquoi l'avez-vous tenté ainsi? À moins que ce soit un mode de vie habituel. Non. Vous aurez du mal à soutenir que l'utilisation frauduleuse de cette carte bleue l'a été pour des raisons de nécessité vitale. Puisque je vois que les achats ont été des vêtements à Eden Park, des bijoux, une robe blanche chez Mime, un foulard et un petit haut gris chez Zara, des sous-vêtements à la Guêpière rue Sainte-Catherine, un épilateur chez Darty. Pas certain que l'on puisse dire que ce soit des produits de première nécessité, madame. Oui, je sais. Pourquoi vous tremblez, madame C'est comme ça. C'est nerveux? Vous ne consommez pas de produits stupéfiants? Non. Ou d'alcool? Bon, madame, je vais vous remettre en liberté, mais vous placez sous contrôle judiciaire avec une obligation de rembourser les victimes dans la mesure de vos moyens. C'est de calmer votre tremblement, madame. Bon, alors, monsieur, je crois que les faits sont très simples, sont entièrement reconnus par vous. Alors, moi, il n'y a qu'une question que j'ai à vous poser, c'est pourquoi avez-vous commis ce vol et ces escroqueries dans la situation où vous vous trouvez? Honnêtement, j'ai pas réfléchi. Alors, écoutez, monsieur, je vous ai entendu devant madame le procureur, à votre avocat et devant moi dire je n'ai pas réfléchi. Alors, écoutez, je vais vous donner un bon conseil. Ne le dites pas au tribunal. Et à moi, c'est pas la peine.
Non, ou alors je suis... Parce que la voiture, vous l'avez repérée. Vous êtes allé chercher un tournevis. Vous avez fracturé. Vous avez fouillé le sac. Vous avez eu l'intelligence de remettre le sac à sa place pour que le vol ne soit pas découvert. Et vous avez fait une vingtaine d'escroqueries, d'utilisation de cette carte en moins de 12 heures. Et vous allez me dire que vous n'avez pas réfléchi? Ouais, soit vous êtes particulièrement bête, ce que je ne crois pas, ou alors vous êtes en train de me mener en bateau. Non, non, monsieur... Voilà. Madame le procureur, vous avez la parole pour vous répondre. Merci, monsieur le juge. Monsieur a été placé sous contrôle judiciaire et la preuve est faite que la confiance qui lui avait été faite par la justice en le plaçant sous contrôle judiciaire a été bafouée. C'est essentiellement la raison qui me conduit à vous demander, monsieur le juge, le placement de monsieur en détention provisoire. Merci, madame le procureur. Maître Ducossaner. Ce que je voudrais mettre en balance, c'est le catastrophisme pour lui, pour les siens, et peut-être un petit peu également pour les victimes, dans la mesure où il est seul à travailler dans son fonds de commerce. Vous avez vu, je dirais, l'état de délabrement de sa concubine, et vous imaginez les difficultés dans lesquelles elle va se trouver avec ce petit garçon de 5 ans qu'elle a, même si il n'aurait pas dû faillir à la suite du contrôle judiciaire dont il faisait l'objet. Un contrôle judiciaire peut-être beaucoup plus strict pourrait permettre d'indemniser. Vous l'avez acquis quand, cette boulangerie? Il y a 5 ans, 6 ans. Qui l'a fait tourner en 98 alors? 98, lorsque le boulanger a fait 8 mois de prison. Ah, donc vous avez bien quelqu'un qui peut travailler, qui peut vous remplacer. Non, mais à l'époque, lui, il ne travaillait pas, il était au chômage. Ah, d'accord. Alors voilà ce qu'on va faire, monsieur. Je vais vous remettre en liberté. Merci. Mais je vais vous placer sous contrôle judiciaire qui sera différent de celui de votre concubine. Vous, je vais vous passer dans le cadre d'un contrôle judiciaire strict. C'est au tribunal que vous avez versé l'argent pour les victimes. D'accord. Et je vais vous donner des délais, des dates. C'est madame le régisseur qui est à l'étage juste en dessous, qui va me tenir informé de vos règlements ou de vos non-règlements. Et en bas de l'ordonnance dont je vais vous remettre copie, il est indiqué que si vous ne respectez pas vos versements, c'est pas comme à la, si vous voulez, à la banque, ce sont des pénalités de retard. Chez moi, c'est direction Gradignan, c'est-à-dire la maison d'arrêt. Alors, si vous voulez changer de vie, changer d'attitude, changer de comportement, vous passez votre temps à pleurnicher et que vous voulez vivre autrement, eh bien, montrez-le moi. Et montrez-le aussi à la société. À voir le sourire de l'avocat, la décision du juge n'était pas franchement espérée. L'argent, les cigarettes, les papilles, tout ce qui... Franchement, c'est plutôt rare. La plupart du temps, on peut dire que 9 fois sur 10, le juge d'instruction suit les réquisitions du procureur. C'est le cas de figure le plus classique. C'est d'ailleurs un reproche qui est souvent fait aux magistrats instructeurs. Les juges enverraient trop de gens en détention provisoire. Un rapport devant l'Assemblée nationale a dénoncé en 1999 cette pratique qu'il qualifiait de courante et banale. Les juges s'en défendent. Jusqu'à aujourd'hui, le boulanger a respecté son engagement. Tous les mois, madame le régisseur du tribunal reçoit son chèque. 2 mois après le coup de feu de la place de la Victoire, la circulation y est interdite. Donc oui, on vérifie, il n'y a pas de cartouche, oui, bon, ça va. Le juge rénal a organisé la reconstitution des faits en présence d'un magistrat du parquet. Je crois que ça va. Voilà, vous me mettez. Alors, elle était bien enveloppée comme ça. Comme ça. C'est vous qui la mettez, vous êtes d'accord là-dessus? Ok, on y va, avancez-vous, monsieur. Mettez-vous là, peut-être, monsieur De Riche. Au milieu. Voilà, arrêtez-vous, monsieur De Riche. Une photo là, champ et contre-champ. Il arrive, il s'approche de la victime. Le mis en examen arrive à l'endroit où le coup de feu a été tiré. Face à lui, un policier qui a la même morphologie que la victime. Bon, alors, monsieur, on va prendre votre point de vue à vous. Au moment du coup de feu, vous êtes comment? Comme ça, et vous allez reculer. Voilà, bougez plus. Et la victime, elle est où? Elle est bien là? Elle est bien là, avec sa main. Je sais pas si elle m'a dit. Oui, bon, d'accord. Si elle veut me dire arrête ou... Je sais pas.
Ou elle veut tenir le fusil, je sais pas, je comprends. Mais, non, mais c'est l'emplacement. Là, elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là. Donc cette position est bonne. D'accord, alors on va peut-être mesurer la distance. Alors on a combien là? 1,20 m entre l'extrémité du canon et le plan atteint. 1,20 m, c'est moins que la distance trouvée par l'expert. Vous avez... Cette femme est le médecin légiste qui a effectué l'autopsie. Elle place un repère, le point d'impact des plombs. On va mettre une cartouche laser, elle est factice. La cartouche laser est utilisée dans les reconstitutions. Par contre, vous aurez un point rouge sur l'abdomen, monsieur. Elle projette à travers le canon un rayon rouge, le point d'impact. Donc là, si vous voulez, le canon, au moment où vous tirez, si vous êtes dans cette distance-là, il doit être là. Vous voyez le point rouge là. Vous visez le point jaune là. Vous voyez le point jaune. Voilà, il doit être forcément là. D'accord, vous bougez pas. Mais le tireur baisse son fusil. Monsieur, relevez le canon, mettez-le à l'horizontale. Je sais pas, avec mon bras, j'ai un accident. Un bras handicapé à la suite d'un accident. Il ne peut pas tenir l'arme dans cette position. Donc légèrement derrière. Donc il pourrait reculer d'un pas, ça ne poserait pas de problème. Donc vous reculez. Pour le juge, il ne pouvait être à l'endroit qu'il indique, pas aussi près. Ne bougez plus. Vous voyez, ne bougez plus là. À mon avis, on reprend les mesures et on regarde le laser. Vous allez voir, on est parfait là. On a la hauteur, on a la hauteur. Un handicap dont le juge ignorait l'importance. Pour lui, il confirme le résultat de l'expertise. Objectif qui nous permettent de déterminer à 20 cm près. Il montre quelque chose de très intéressant qui correspond à ce que vous dites. Là, hop, on marque un pas. Et le canon se relève. Effectivement, dès le début du mouvement de recul, le canon se relève, le coup a pu partir. On peut arriver à trouver un juste milieu. Reste qu'avec ces photos, le juge pense montrer au tribunal que la victime n'a sans doute pas essayé de s'emparer de l'arme. La PME avait dans un premier temps soutenu que le tir était lié à un mouvement relativement de défense de la victime. On s'aperçoit au niveau de la reconstitution des connaissances techniques que ce mouvement de défense n'a probablement jamais existé, sauf dans l'imagination de la PME. Pour le juge, la thèse de l'homicide volontaire prend consistance. Mais lui et sa greffière n'en ont pas terminé avec le crime de la victoire. Il doit tenter de savoir s'il y a eu préméditation ou pas. La préméditation peut envoyer son auteur en prison à perpétuité, l'homicide volontaire pour 30 ans. Des auditions comme celle-ci, il va y en avoir beaucoup d'autres. Le juge devra aussi entendre les témoins, les policiers, les experts, la famille de la victime qui a désigné un avocat. L'instruction devrait encore durer quelques mois. En moyenne, elles prennent 1 an et demi pour un crime. Ensuite, il faut attendre son tour pour passer devant la cour d'assises, en général 2 autres années. Il est vrai que c'est une période d'attente qui est pas très normale. Je crois qu'il y a un problème de moyens au niveau de la cour d'assises, indépendamment d'une réforme, qui est un autre problème, mais il y a des problèmes de moyens qui fait qu'il n'est pas très normal que des gens attendent entre 1 à 2 ans leur jugement, alors que d'une part, l'instruction est terminée et que souvent, je veux dire, les faits sont reconnus. Donc là, c'est pas très normal. Allez. Ok. Je pourrais dire un truc. Courage à tous les détenus et aux familles des détenus. Et désolé à la famille de la victime. Et courage pour tout le monde. Et allez. Okay. Excusez-moi ma famille et la famille de la victime. Allez. Et son gars aussi. Excuse. Et mon fils, surtout, n'oublie pas que je t'oublie pas. Je t'oublierai jamais. Ça m'a toujours fait quelque chose de mettre quelqu'un en détention, même le plus abominable des criminels. Parce que même le plus affreux a toujours
une circonstance atténuante ou quelque chose de pitoyable. J'ai souvent dit que j'arrêterai cette fonction que j'exerce depuis 17 ans le jour où je placerai quelqu'un en détention provisoire et que cela ne me fera plus rien. J'aime bien citer la phrase de Malraux qui disait « Avant de juger, il faut comprendre, et quand on a compris, on n'a pas envie de juger ». Moi, j'ajouterais mais il faut quand même juger. Parce que c'est nécessaire au fonctionnement de la société.